Les Vikings. Tout sur les Vikings. Beaucoup de Vikings, des armées de Vikings, des raids de Vikings, des colonies de Vikings, une saga de Vikings, des héros basés sur la mythologie des Vikings. Mais attendez une seconde, c'est quoi la vie au quotidien chez les Vikings? C'est dans une guerre avec P.O. La 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 la. C'est dans une guerre avec P.O. La 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 la. Ce qui nous intéresse aujourd'hui avec Frank, c'est de voir quelle est la place du quotidien dans une civilisation qui n'arrête pas de nous fasciner avec ses pillages, avec ses horreurs de guerre, avec son marchandage. Ça ressemble à quoi la vie au quotidien chez nos amis les Vikings? Ouais, bon, c'est une belle introduction. C'est pas pire, hein? Ah ouais, pas pire, pas pire. La vie au quotidien, comme mettons-nous un peu dans l'idée à quoi ça ressemblerait la vie d'un Viking. Faut voir aussi un peu l'image. Passons le guerrier qui va s'armer jusqu'aux dents puis il va faire un raid. Une fois qu'il est retourné chez lui, à quoi ça ressemble son mode de vie? Je pourrais dire que la société viking est quand même assez hiérarchisée. On va y aller avec un peu une idée de... Portrait général. Portrait général. Généralement, s'il y a un roi qui est capable d'unifier le royaume, ou pas encore, on va l'appeler quand même un jarl. Ensuite, lui, sa job, c'est un peu de protéger le territoire, de s'assurer de protéger les terres à les autres seigneurs, à ses autres vassaux, d'une certaine façon. C'était avant un peu le féodalisme, mais ça reste quand même dans le même ordre d'idée. Puis les autres nobles. En bas de ce roi-là, il y a les autres nobles, des seigneurs de guerre, des chefs d'armée, des nobles. Puis en bas d'eux, il y a on appelle les carls, c'est un peu l'ensemble de la population. C'est des paysans en grande partie ou des artisans et des marchands. Et en bas, on a les esclaves qu'on appelle les trolls. Eux autres, c'est... Pas les trolls, là, les trolls. Ouais, les D'accord. trolls. Juste pour être sûr qu'il n'y a pas d'animaux mythiques qui se sont insérés dans ton récit. Non, mais si je jouais à World of Warcraft, hein, les orques, ils ont des trolls, le personnage. Ben oui. Ça veut dire, son nom, c'est dérivé de ce mot d'esclave. Et juste pour être sûr, World of Warcraft, c'est un documentaire. Oui, effectivement. Ça. Un documentaire ludique Voilà. qui se joue en ligne. C'est légèrement une contradiction, mais on peut passer là-dessus. De toute façon, c'est c'est dans parfait. une bière. OK. Mais c'est ça. Donc, on a ce genre de société quand même hiérarchisée, mais pas tant qu'on pourrait le voir comme autoritaire, avec ainsi de suite. Chaque personne, ils ont un rôle social déterminé avec leurs propres obligations. Par exemple, un seigneur doit s'assurer de protéger ses agriculteurs, ses artisans de toute forme d'attaque, ainsi de suite. Fait qu'il doit s'assurer de leur protection. Sinon, eux autres, oublie ça, leur allégeance, ils vont le mettre ailleurs, ils vont aller voter pour un autre chef. C'est donnant-donnant. Là. C'est bien beau l'allégeance, mais à un moment donné, il ne faut pas que ce soit juste une exploitation. Justement. Puis, d'où pourquoi aussi que c'est intéressant, c'est que ceux qui sont un peu en bas de l'échelle, aller allouer allégeance à un chef. Quand les chefs, je vais vous donner un exemple, dans les grands halls, ce qui étaient les grandes maisons longues qui font 60 mètres de long, presque 7, même jusqu'à 15 mètres de haut, c'était là que le chef montrait sa puissance parce qu'il recevait l'ensemble des guerriers ou des personnes qui étaient désireuses de partir à l'aventure, aller faire du viking. Lui, il les abreuvait avec l'hydromel, il les abreuvait avec la bière, puis des fois montrer comme quoi il était riche puis prospère, il sortait du vin de France. Hey, ça, c'est un coup bas. Ouais. Fait que là, tu montres que t'es en train de les saouler, mais tu leur dis, gardez, l'argent, des bijoux, des pièces de monnaie, dis, si vous voulez ça, je peux vous le garantir. Et c'est comme ça que les armées modernes ont été créées. Ouais. La guerre civile, la guerre d'indépendance américaine, les gens, ils allaient signer, ils allaient se faire recruter dans des tavernes, dans des auberges. Oh, oui. Puis, ils étaient pas sobres quand ils signaient. Là. Ils se Non. faisaient ramasser après. La marine britannique faisait la même chose avec les marins sous. Justement. Je veux dire, avec les sous qui devenaient des marins à cause de ça. Ah ouais. Ben, fait que, tu te dis, une couple de vikings là-dedans, quand ils sont partis à l'aventure, on va enlever l'image qui était toute armée jusqu'aux dents. Il y en a beaucoup que là-dedans, qui étaient juste armés d'une lance, avec leurs vêtements du quotidien, c'est-à-dire un gilet, des pantalons, des gilets faits en laine, je veux dire en lin. Il y avait des souliers de cuir de base, une ceinture, une tuque, puis peut-être un autre vêtement plus chaud en fait en laine. Puis pour le reste, pas trop d'équipement. Fait qu'on est plus niveau 1 de ton personnage de World of Warcraft qui arrive, là, puis qui vient d'être créé virtuellement. Définitivement. Niveau 1. Il y en a une couple qui sont des guerriers expérimentés, mais plus en plus les opérations vont être de succès, ainsi de suite. C'est là qu'on va voir vraiment des troupes
aguerris, armés, puis là, avec vraiment des côtes de mer, des épées, des haches. Là, vraiment, quand ils vont être dans une phase d'opération, là, on va voir vraiment le portrait du guerrier. Puis ceux qui sont capables de se payer ou de s'armer avec une épée aussi, c'est un signe, justement, il est un hardi combattant. Fait que dans l'ensemble de la population, c'est pas tout le monde qui vont vraiment faire des raids vikings. L'ensemble de la population essaye de vivre paisiblement, parce qu'il faut pas oublier, à cette époque-là, tu avais ta parcelle de terre, tu donnais une partie de tes récoltes au seigneur, mais tu avais aussi d'autres rapides qui pouvaient se faire. Les Vikings, à cette époque-là, ils n'étaient pas unifiés. Ils se battaient entre eux aussi. Avec ça devait être une période assez trouble et violente. Ce qui nous laisse en place, disons, imaginez un peu, quand les gars partaient, qu'est-ce qu'ils faisaient les femmes? Parce que les relations hommes-femmes aussi, c'est ça qui est intriguant. Il y avait des mythes qui disaient que les femmes ne participaient pas au combat avec les hommes. Or, récemment, on a découvert dans les tombes archéologiques, comme on a trouvé une tombe à Birka. On pensait que c'était un guerrier à cause que dans la sépulture, il y avait des armures, des flèches, il y avait des lances, il y avait même deux chevaux pour accompagner. L'armure de l'équipement était complet. Tout de suite, les archéologues ont déduit que c'était un homme. Or, ils ont analysé les ossements, ils ont fait, ben non, regardez la forme du pelvis, c'est une femme. Là, ça vient de déboulonner le mythe comme, OK, c'était juste des hommes qui allaient se battre à la guerre. Est-ce que c'est possible que c'était la femme d'un guerrier dont on n'a pas trouvé le corps? On en doute maintenant, parce qu'on a découvert aussi de plus en plus d'autres tombes de sépulture dans des lieux où il y a eu des batailles, qu'on découvre des ossements de femmes, puis on voit en analysant qu'ils ont mangé aussi des coups d'épée, ils ont eu des blessures létales qui étaient comme... On trouve des fractures. Oui, des traces. Puis même à leur tombe, on voit qu'ils ont été enterrés, non pas avec des outils, ils ont été enterrés avec des armes de guerre. En reconstituant, ils ont dit, c'est-tu vraiment une hache pour couper du bois? Mais quand ils l'ont testé, c'est pas fait pour couper du bois, c'est vraiment une arme pour se battre. C'est fait pour couper des os. C'est fait pour couper des os et des pour membres. casser des gueules. Donc, remettons ça un peu. Ce qui est intéressant, fait que contrairement à l'ensemble du monde occidental, où ce que les hommes avaient vraiment une place, eux faisaient la guerre, là, les femmes vikings faisaient aussi le combat. À la ferme, par exemple, ça, c'est aussi qui est intéressant. Est-ce que c'est temps égalitaire? Faut le voir un peu comme un partage des rôles. Disons, dans une ferme, généralement, le mari, c'est lui qui s'occupait de tout l'aspect extérieur au niveau de la ferme, du bétail, ainsi de suite. La femme, elle s'occupe des affaires internes, ce qui est en lien avec la grande maison. C'est elle un peu la chef de ça. Fait qu'elle s'occupait non seulement de faire à manger, c'est elle qui brassait la bière, parce que souvent, les Vikings, l'eau n'était pas tant bonne à boire, fait qu'ils faisaient tout le temps de la bière. C'était basé avec de l'orge en grand ou avec de l'avoine, du seigle. Mais cette bière-là était peu riche en alcool comme la nôtre. Puis c'était vraiment peut-être encore granuleux, pas très filtré. C'était presque une soupe parce que c'était plus nutritif. Ouais. Mais les femmes avaient cette responsabilité-là. C'est elles qui tissaient, qui faisaient d'autres métiers, mais il faut garder ça en l'idée qu'une autre affaire qui est intéressante, qu'on découvre chez les femmes qui portaient une clé. Puis on se demandait pourquoi. Il y a plusieurs théories, mais on a compris un peu que les coffres, l'argent, c'est elle qui avait la responsabilité de ça, d'une certaine façon. Elle avait la clé de la maison, c'était pas le mari. S'il partait en raid... T'as pas tant la clé de la maison que la clé du coffre. C'est ça. Fait que c'est... Ouais. D'une certaine façon, fait que si le mari partait faire les expéditions, les raids, la femme s'occupait de tout. C'est elle qui avait le gros pouvoir. Fait. Puis si elle avait des esclaves parce qu'elle était capable d'avoir une richesse, bien... c'était rendu, on voyait comme il y avait un statut social assez important. Est-ce que les femmes étaient donc plus ou moins égales à l'homme pour l'époque? Je pense, de ce que j'en lis, ce que j'en déduis, je pense qu'il était pas mal plus égalitaire que ce qu'on aurait pu voir dans l'image où on aurait vu que l'homme prend toutes les décisions, et ainsi de suite. Je pense que les femmes avaient vraiment un rôle à jouer plus qu'on pense. Ça devait être plus une espèce de collaboration puis d'entraide que de domination homme-femme. Okay. Mais tu sais, on n'est pas certain, mais c'est ce qu'on voit un peu plus au niveau de leur société. Qu'est-ce que tu vois d'autre dans le quotidien, dans la banalité de l'existence chez les Vikings? Qu'est-ce qu'ils font pour s'amuser? Les Vikings, pour s'amuser, on sait qu'ils ont des parties de chasse, de pêche. On s'entend que ça, c'est normal. C'est une forme de nourriture. On boys, on s'en va faire la chasse. Puis, tu sais, on se le cachera pas aussi. Ils ont des jeux de société, déjà, comme oui? Half-Talon. C'est un genre de jeu de... Comment t'appelles ça? J'ai de la misère à le dire. Half-Talent? Ouais, ça ressemble. En tout cas, c'est un genre de jeu de type d'échec où il faut que tu abats le roi, ainsi de suite.
Déjà, il y avait des petits jeux de stratégie qui se préparaient déjà pour faire de la guerre un peu, d'une certaine façon. On a trouvé souvent des jeux de dés avec faits en os, ainsi de suite. Beaucoup vont être mélangés avec aussi des jeux d'habilité de guerrier, ainsi de suite. Fait que, bref, ils ont des façons de s'occuper au quotidien, là, on ne se le cachera pas. Mhm. Qui est quand même une forme de divertissement qu'il y avait. Il n'y avait pas des arènes avec des gros combats de gladiateurs, mais ça reste que, pour l'essentiel, on le sait qu'il y avait des formes de divertissement, mais qui étaient en lien un peu avec leur profession, probablement, puis ainsi de suite. Ben, on sent le côté compétitif là-dedans. Quoique, politiquement, tu m'inquiètes un peu quand tu dis on joue à assassiner le roi. Tu sais, je me dis, si ton Jarl ou ton duc ou ton baron est en face de toi, puis t'es un peu trop bon à assassiner le roi dans ton jeu de société, peut-être que ça va mal paraître pour ta carrière. Oui, c'est sûr. Mais on a des récits de même. Hein, ce qu'on sait des Vikings aussi, ce qui est un peu difficile, parce que historiquement, ils n'ont pas laissé vraiment d'écrit. Okay? Leur système d'écriture, c'était des runes, qui est une forme d'alphabet, mais aussi qui est très mystique dans leur culture. C'est tellement sacré qu'on ne l'utilise pas pour n'importe quoi. C'est justement. Ouais. Puis de l'autre côté, les écrits qu'on a d'eux, c'est souvent des moines ou des écrivains qui ont écrit plus tard sur eux, genre 200 à 300 ans plus tard. Mhm. Mais grâce à certains écrivains, comme on a les sagas islandaises, qui ont fait des chroniques sur la vie des Vikings. Là-dedans, c'est mélangé avec des histoires de héros, de rois. Il faut quand même en prendre avec un grain de sel parce qu'il y a des faits intéressants là-dedans, mais il y a aussi de la fiction, c'est-à-dire il y a des rencontres avec des dieux, se battant avec des créatures mythiques. Mais reste que dans la base, ça nous permet de voir un peu la mentalité des Vikings. Puis ce que ça me rappelle, il y a une histoire, c'est justement un roi danois que il avait fait assassiner un clan ennemi. Puis justement, un des guerriers qui avait été vaincu, il se fait demander de porter allégeance à ce roi-là. Le guerrier, justement, il va s'approcher de lui, puis d'un net coup net, il prend l'épée, puis il tranche la tête devant tout le monde. Même s'il sait qu'elle allait mourir, il dit au moins, j'ai vengé mon honneur, j'ai sauvé mon clan, puis je m'en fous d'aller au Valhalla mourir, parce que lui, il s'est racheté dans cette façon de voir. Il faut voir aussi un peuple que... Aussi, ce qui est intéressant dans les sagas, c'est que c'est pas des gens que la peur, ils l'avaient peur vraiment, ils l'affrontaient avec volonté parce que c'était une façon d'obtenir leur ciel, eux autres. Je sais plus qui a dit ça, mais c'est un personnage important du 20e siècle qui a dit avant l'époque moderne, à peu près, on avait l'honneur, aujourd'hui, on a l'institution. Aujourd'hui, on a des institutions qui protègent les hommes contre les hommes. Dans le temps, avant les institutions, il y avait l'honneur qui protégeait les hommes contre les hommes. Oui. Mais, encore là, il y avait des codes de loi. Ça, c'est intéressant de savoir qu'il y a une forme de code qui régissait leur quotidien au niveau qu'est-ce qui se passe au niveau de la société. C'est quoi tes responsabilités? Ces codes de loi-là, ça les permettait un peu d'encadrer, par exemple, la gestion de ta terre, de tes esclaves, par exemple, au niveau des échanges, ou d'autres des affaires comme justement des formes d'injustice. Le gars, il a tué ma fille, qu'est-ce que je dois faire? Fait que dans ces codes-là, pour l'appliquer, c'est souvent le chef local qui peut avoir cette forme de pouvoir-là. Mais généralement, les Vikings, ben, ils vont se rassembler dans ce qu'on appelle des things. C'est comme un genre de grande assemblée générale. Puis là-dedans, il va y avoir des discussions. Puis ils vont, justement, en vertu du code de loi, prendre des décisions collectives du comment ils vont appliquer ce genre, soit une forme de sentence ou régler des litiges. Fait qu'il y a un aspect quand même, somme toute, démocratique d'une certaine façon. Un côté collectif à la justice. C'est ça, puis ou pour régir des problèmes quotidiens, des formes de politique, par exemple, est-ce qu'on... Il y en a une couple qui ont dû se rendre compte, comme il y avait des querelles entre des chefs, de quel chef qu'on va se mettre. Ça serait, c'est plus avantageux de se mettre avec lui ou lui, qui va mieux nous protéger. Donc, tu as un mélange de soucis d'équité avec un calcul politique. Le calcul politique est toujours présent. Moi, quand tu me parles d'une assemblée comme ça, ce que je me dis, c'est, OK, il y a une forme de redistribution du pouvoir là-dedans, une forme de négociation collective, un peu comme entre le syndicat et le patronat. Oui, faut le voir. Mais c'est ça, mais c'est comme, on comprend vite, c'est pas centralisé. C'est comme, il y aurait le chef au-dessus, mais son pouvoir, concrètement,
il peut pas forcer l'allégeance d'une certaine façon. Les Jarls sont pas tout puissants, puis eux autres aussi, ils ont des devoirs à remplir envers carrément. leur sujet. Ils doivent puis même dans les sagas, ils demandent les chefs qui sont valeureux au combat, qui redistribuent une partie de leur richesse à ceux qui l'ont suivi, ainsi de suite. Puis s'ils protègent bien sa communauté, tout de suite, les gens vont se rassembler autour de lui, ils vont le suivre. T'sais. Fait que s'ils font pas ça, oubliez ça, les gens vont se désister, vont dire non, t'es pas un bon chef, puis on va aller voir ailleurs. Là. Qui dit rassemblement, chef et ailleurs parle forcément dans un contexte scandinave du Mead Hall, c'est-à-dire le hall nébuleusement traduit par le hall de l'hydromel, ce qui n'est pas quelque chose que quelqu'un a dit en langue française ever, mais nonobstant. Parle-nous un peu du rôle du hall, le fameux hall de réception du roi ou du jarl, ou en tout cas du chef. À quel point est-ce que c'est central dans la vie des Scandinaves et qu'est-ce qui se passe là-dedans? OK. D'habitude, généralement, on le voit, la plupart des gens, ils ont ceux qui sont capables de s'acheter un modeste terrain, ils vont avoir une demeure quand même, somme toute modeste. Puis ça va être construit avec les éléments qu'ils trouvent dans l'environnement immédiat. Ce qui est un peu particulier, c'est un chef qui est capable de montrer sa puissance, un noble, c'est que lui, il va faire un lieu de rassemblement qui va être à la fois sa demeure, lui qui va être aussi un peu, des fois, il va avoir des cérémonies peut-être religieuses, mais c'est un lieu qu'il va pouvoir rassembler la communauté à travers de ses murs. Puis plus qu'il est riche, plus qu'il est puissant, plus que la halle va être de plus en plus grandiose, dimension énorme. C'est pour ça qu'on a vu des premiers rois du Danemark comme Harald à la dent bleue, que c'est en anglais Bluetooth. J'ai juste fait une parenthèse, c'est l'application danoise, ça, c'est les sigles en runes. C'est eux qui ont inventé ça? Ben, Bluetooth, c'est un petit clin d'œil à ce chef viking-là du Danemark. Fait que l'application Bluetooth, c'est directement les deux runes, c'est ses initiales du roi danois. Qu'est-ce qui s'est mérité le nom d'une invention comme ça, le petit monsieur? Ben c'est parce que c'est un des premiers à avoir été un viking qui aurait unifié le Danemark. Puis sa puissance a été son grand hall, il était tellement grandiose que tout le monde l'enviait. Il a été aussi capable de faire construire des ponts, des infrastructures, même une barrière au niveau de la frontière entre le Danemark et le nord de l'Allemagne. Donc, il était déjà en train de construire l'embryon d'un État, un royaume durable. Puis, quand il rassemblait les gens dans son hall, c'était aussi, comme je te dis, il buvait, il montrait sa générosité. Ça faisait faire en sorte de sceller des alliances, faire une allégeance. Puis c'était très convivial. Puis là-dedans aussi, pour séduire le peuple, là-dedans, on invitait des skalds, c'était des gens de bardes qui récitaient des contes, soit des Eddas poétiques sur la mythologie. Des Eddas? Oui, c'est pas des Zelda comme le jeu Nintendo. Non, là. Des Eddas. E-D-D-A. OK. C'était des contes mythologiques ou bien des récits de saga. Genre, ils glorifiaient leur roi ou des légendes. Ils disaient, par exemple, tel guerrier a affronté un dragon. Puis ils exagèrent, mais ça reste quand même une forme de divertissement. Puis c'était de la poésie chantée ou jouée avec des instruments de basse. Bref, il y avait de quoi de convivial là-dedans. Puis l'alcool, c'était un élément de ciment social qu'il y avait, on pouvait le dire. C'était soit de la bière ou de l'hydromel qui était beaucoup consommé. Et évidemment, il n'y avait pas la possibilité de faire pousser du vin, mais quand il en trouvait, inquiétez-vous pas, il allait jouer là-dedans, il adorait ça. Oui, comme tout le monde sait, le vin, ça pousse mal dans le Grand Nord. Oui, exactement. Il n'y a pas trop de vignes en Norvège, je peux le garantir. Avec toute la science de son hydromel qu'il est en train de boire à grande goulée. Un très bon enfant, ça. Ben, prenons un petit instant là, pour parler de la Grande Ourse, de la mielerie La Grande Ourse, qui est responsable du contenu de l'hydromel que j'ai devant moi. On a de l'hydromel qui nous vient de miel Grande Ourse, puis sérieusement, moi, ça m'arrive pas très souvent de boire de l'hydromel. Je dois admettre que c'est d'une gentillesse épouvantable. Non, mais c'est smooth comme ça se peut pas. C'est comme se faire caresser le dos de la langue par une rivière de miel.
Ouais, puis ce que j'aime bien, c'est que l'hydromel, dans la culture viking, c'était... généralement, on s'entend que l'hydromel, à la base, c'est fait avec du miel. C'est soit des On abeilles... s'entend. On s'entend. Ça n'est pas disputé dans ce C'est ça. podcast-ci. Parfait. Bien sûr, c'était pas compliqué à produire, fait que ça prenait le miel, de l'eau, après ça, une genre de levure naturelle qu'il allait trouver. Par la suite, Oh, la levure était déjà là. ouais, mais généralement, il y avait juste besoin de la faire fermenter. Ouais. Puis plus que du miel dans le boisson, ça venait un goût doux puis agréable qui appelait le moule d'hydromel. Après ça, une fois que ça avait assez maturé, ils pouvaient le consommer rapidement. Ce qui fait que c'est probablement la première boisson fermentée découverte dans le monde. Oui. Parce que tu as juste besoin de miel puis d'eau. À 70% de volume d'eau, tu commences à fermenter. Parce que la levure qui est déjà sur le miel est déjà activée par la dissolution dans l'eau. Ce qui fait qu'on a probablement commencé à boire de l'hydromel au moins il y a 30 000 ans. Ce qui fait que c'est le plus vieil alcool, certainement, qu'on consomme de façon délibérée, de façon un peu industrieuse, là, si on veut. Oui. Mais pour les Vikings, c'était aussi une boisson qui était souvent reliée aussi aux cérémonies religieuses. Ah oui? Oui, parce que dans leur mythologie, beaucoup de les personnages comme Freya, frère, ben, c'était des personnes qui représentaient la fertilité, l'abondance. Puis souvent, ben, on associe ça aussi avec eux là-dessus. Freya, c'est qui déjà? Si on rentre dans l'aspect mythologique, juste somme toute, on sait que les Vikings, je ne vais pas faire un sophisme, mais c'est un peuple qui était polythéiste, ils vénéraient un panthéon de dieux et déesses. Tu avais les Azès et les Vanès. Les Azès, c'est là que les dieux suprêmes, ça serait Odin, qui est le père de tout, le dieu créateur, qui est un dieu borgne, parce qu'il s'est sacrifié un peu son œil, justement, pour avoir le secret des runes. Qu'il aurait transmis aux hommes. Par la suite, il y a son fils protecteur de l'humanité, c'est Thor, le dieu de guerre qui est armé de marteaux et qui maîtrise la foudre. Que ça me donne envie de jouer à Skyrim quand tu me dis ça. Ben, je peux Moi, comprendre. j'imagine des combats contre des dragons. Là. En fait, carrément. Des dragons qui se battent entre eux dans le ciel avec moi, qui regardent en me demandant si j'interviens ou pas. Oui, puis là, c'est dans la même idée, c'est super épique comme mythologie. Dans la même famille, ils ont Baldur, qui est le dieu aimé de tous, et ils ont Odin qui a adopté un fils, Loki, qui est un descendant des géants, des ennemis des dieux. Bref, je veux pas un spoiler, mais Loki va foutre la merde, puis bien sûr, ça va amener au Ragnarok, la fin des temps. C'est malade. Qui l'aurait cru? Ouais, Qui l'aurait cru? Comment on peut faire confiance à quelqu'un de même? On n'adopte jamais des étrangers. C'est ça la leçon ici. Jamais on adopte des étrangers. Mais tu sais, il avait son rôle à jouer, le gars, tu sais. Dans un cadre mythologique. Excusez, je vais ajouter un petit bémol ici, juste pour être sûr que on ne se fasse pas poursuivre dans un cadre mythologique. Effectivement. Parce que Loki est un anarchiste et c'est la raison pour laquelle tout le monde l'aime. Ah, si on veut. Peut-être du annihiliste, là, parce qu'il voulait tout faire péter. Il y a ça aussi. Mais de l'autre côté, il y avait aussi les Vanès, qui étaient comme d'autres formes de dieux, comme le dieu Nord, qui est un dieu de la mer. Après ça, tu avais Frey et Freya, frères et sœurs jumelles, qui sont des dieux de la fertilité, de l'abondance, ainsi de suite. Fait que c'est comme un peu ça qui domine le panthéon des Vikings. Il y en a plusieurs autres. Généralement, les Vikings, personnellement, il y avait des figurines, il y avait des petits objets sur eux qui personnifiaient le dieu protecteur. Souvent, les guerriers, on les voyait, on le savait, ils portaient souvent des marteaux de Thor parce que c'était le protecteur des guerriers. D'autres fois, dans des endroits à la maison. Les guerriers, les gens qui allaient guerroyer, là, qui faisaient des raids, des expéditions et tout, ils portaient une amulette. Puis l'amulette, c'est un marteau. Un marteau de Thor ou un symbole, parce qu'il y avait les viril que ça dans la joaillerie, toi. T'imagines, là, ta blonde te convainc de t'acheter enfin un collier ou un bracelet, puis ce qui est sur ton collier ou ton bracelet, c'est genre un coffre à outils ou un char de Formule 1. Ouais, mais non, mais c'est ça, tu sais. Mais au moins, ils mettaient leurs objets de vénération. Ça, c'est un fait établi dans l'Antiquité, puis même durant le Moyen Âge, cette idée-là que les objets sont directement liés à ce qu'elles représentent. Oui. Et les Romains, ça c'est peut-être l'exemple le plus bizarre, puis je m'excuse profondément pour cette espèce de grosse tangente. Les Romains aussi se souciaient de leur fertilité. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de jeunes gens qui portaient des amulettes de pénis. Oui. Ils avaient un phallus suspendu à leur gorge. Et je m'excuse de la façon que ça sonne, mais c'était ça, là. C'était une statue. C'était, pas une statue, là. C'était un collier. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'ils pensaient que ça allait être bon pour leur fertilité, que ça allait être une chance, mais aussi, ça s'inscrivait dans un contexte où est-ce que
le phallus était littéralement le symbole d'un dieu qui était responsable de la fertilité. Donc, ça voulait dire être sous la protection ou en tout cas aller chercher les faveurs d'un dieu. Tu sais, je me dis, probablement que dans un contexte viking, c'était pas si différent dans le sens que si tu avais le marteau, c'est parce que Thor allait veiller sur toi sur la bataille. Oui, il y avait aussi, des fois, ils portaient des amulettes avec des inscriptions runiques de protection, de bienveillance. Des fois, les femmes vont justement aussi avoir des amulettes pour quand ils vont être enceintes, protéger, veiller au bébé. Ils vont avoir probablement, ils vont prier Freya parce que justement, c'est la déesse qui a de l'amour, de la beauté. Ouais. Puis, un type de baby on board nordique, là. Ben justement, ça ferait avec la technologie Bluetooth. Mais au niveau des rites païens, ben il y avait les sacrifices. Ça, on le sait, qui sacrifiaient des animaux, ainsi de suite, et parfois des esclaves ou des humains dans certains contextes. Dans quel genre de contexte? Mettons que tu as une famine, tu veux pas perdre une guerre? Des fois, c'était des cérémonies au niveau... quand le roi mourait, par exemple, souvent, on l'enterrait avec lui, son épouse, ses esclaves, dans le bateau. Fait il l'accompagnait dans sa mort un peu. Mais c'est tragique, ça. C'est pas suffisant qu'une personne meure. Là, il faut en abattre d'autres. Oui, puis souvent, il y avait les chevaux, ses chevaux à lui, on coupait leur tête, puis c'était pas sans niaiser. Mais si vous voulez voir, je peux faire une petite publicité. Si vous voulez voir un peu l'idée, comment les Vikings fonctionnaient vraiment, écoutez le film de Northman. Vous allez avoir une très bonne idée des rituels de passage. Parler de ce film-là. Fallait que je le fasse parce que c'est, je trouve, un chef-d'œuvre quand même bien fait sur... le monde viking, comment c'était bien représenté. Tu es allé voir ce film-là 3 fois de suite au cinéma. Ouais. Pourquoi, puisqu'on est rendu là, pourquoi est-ce que pour toi, c'est une bonne représentation du monde viking? Au niveau de l'historicité, je peux dire que les vêtements, l'architecture, les bateaux, les détails, c'est historiquement très bien fait. J'ai pas vraiment noté, même de d'autres personnes qui ont écouté le film, qui sont spécialistes du sujet, ils n'ont pas vraiment noté de détails qui sont comme accablants. Ensuite, de réussir à fusionner un peu l'histoire qui était basée sur une saga islandaise, la légende d'Hamlet, qui va devenir bizarrement la nouvelle de Shakespeare plus tard, mais c'est basé sur ce mythe-là. Cette histoire-là. C'est une histoire de vengeance, ainsi de suite. Puis on voit comment la société viking fonctionnait à ce niveau-là, la loi, ainsi de suite. On voit la hiérarchisation sociale. C'est ça nous ramène encore une fois à la question de l'honneur. Oui. Dans une société où tout est déterminé collectivement, tu es toujours exposé aux autres. Oui. Tu es censé être à la fois un valeureux guerrier, un digne représentant, un sujet loyal. Oui, force, honneur. Je veux dire, il y a une pression énorme là-dedans. Et donc, tout le monde est toujours un peu en compétition aussi, je suppose, pour la faveur du Jarl, du roi, du baron, du personnage le plus important. La pression doit être énorme sur l'individu. Justement, puis même au niveau de leur mythe, pour accéder à leur paradis, le Valhalla, c'est seulement les guerriers qui sont morts sur le champ de bataille, dans le champ d'honneur, qui peuvent y accéder. On a les guerrières d'Odin, les Valkyries, c'est des femmes guerrières qui vont chercher les guerriers sur les champs de bataille pour les amener là-bas. Fait que déjà, dans leur mythe, c'est comme, si tu meurs sur ton lit de mort, d'une bonne vie de sagesse, puis tranquille, pour eux autres, c'est comme, non, tu pourras pas atteindre le paradis. Fait on sentait que ça me fait comprendre un peu peut-être pourquoi que le christianisme a peut-être pu être un peu plus, au niveau du marketing, plus intéressant, parce que si tu crois en Dieu, tu peux y accéder automatiquement. Parce que les Vikings, nous autres, faut pas de manger des coups d'âge puis d'épée. T'es pas obligé de te faire lacérer jusqu'à l'agonie, ni te faire torturer pour mériter de te reposer en paix une fois que t'arrêtes d'exister. Puis n'oublions pas, une fois dans leur paradis au Valhalla, ils passent leur journée à boire, à festoyer entre eux dans un grand hall dans le Asgard. Ouais, non. Puis ils se pratiquent à se battre entre eux jusqu'au moment où, quand ça va être leur Ragnarok, ils vont pouvoir se battre avec l'armée d'Odin à ses côtés. Même leur idéal, c'est encore boisson dans l'au-delà. On va se battre, on va se faire la guerre, puis après ça, on va sauver le monde en guerroyant, comme fièrement. Fait qu'une fois qu'ils sont morts, il faut encore qu'ils continuent à se battre parce qu'il va encore avoir des combats. Ouais. Fait qu'ils rêvent littéralement à se battre à mort. Ça ressemble à ça. Mais quelle société guerrière!
Est-ce qu'on n'exagère pas, par contre, le côté guerrier avec notre fascination des Vikings qui fait que cette conversation-là même a lieu, surtout considérant le fait que chez les Scandinaves, qui sont le vrai nom de cette grande population un peu répartie partout dans ce qu'on appelle les pays scandinaves, est-ce que, considérant que 90% des gens sont probablement des paysans qui ne porteront pas l'épée, est-ce qu'on n'a pas tendance à surévaluer leur potentiel guerrier? Et sans toi libre de me dire que non, en fait, on le fait pas, qu'on oublie peut-être qu'il y a beaucoup de paysans, parce que ils ont effectivement fait peur à l'Europe pendant des siècles. Oui. Quelque part, ils ont fait quelque chose de très bon. Mais en même temps, est-ce que ça fait nécessairement d'eux les meilleurs guerriers qui soient? Je peux te dire, les Vikings étaient habiles. Au combat, on l'enlèvera pas. Je veux dire, il y avait des armes efficaces. Leur hache, comme la hache, là, on appelle la hache danoise, qui est une hache à 2 mains. C'était une terreur, ces champs de bataille. Tu voyais un guerrier arriver à ça, généralement, ça tranchait un homme en 2, facilement, s'il n'y avait aucune protection. Il y avait des boucliers ronds, ainsi de suite. Ça, je pense que c'est le titre pour notre épisode en passant. Ça hache un homme en 2. Oui. C'est comme trancher dans le sujet, comme on dit. Puis, fait que pour le reste, ça, ils étaient bien équipés. Mais est-ce que ça faisait, eux, des formidables machines de guerre? On le sait qu'ils ont été capables de conquérir une partie du royaume d'Angleterre. Ils ont été capables d'établir des États permanents. Par contre, sur un champ de bataille contre, genre, j'imagine, l'armée carolingienne à sa toute-puissance sous Charlemagne, j'aurais peut-être pu se parier pour Charlemagne. Ainsi de suite, tu sais. Les Vikings, ils étaient surtout bons pour faire des raids de terreur, et ainsi de suite. Puis sur des champs de bataille, ils ont gagné quand même beaucoup de batailles, mais aussi ils ont eu des défaites, évidemment, contre d'autres armées qui étaient aussi bien équipées en logistique, ou ainsi de suite. Au niveau naval, c'est les Dracars qui faisaient leur différence, le Landskip. Pour le reste, c'est ça qu'il faut voir. Puis, comme tu peux comprendre, c'est pas tout le monde qui était des grands guerriers. Il y a une partie des gens qui étaient là-dedans, ils étaient enrôlés un peu par leur chef pour aller chercher de la richesse, et ainsi de suite. Eux autres, probablement, dans le sens, ces chars de bataille ne devaient pas être glorieux parce qu'ils devaient mourir rapidement s'ils étaient habillés avec juste une lance puis pas d'équipement de protection. Ceux qui étaient capables de s'en payer, on s'entend que ils avaient fait beaucoup de guerres, ils étaient capables d'augmenter leur prospérité, leur richesse, mais aussi, on s'entend, s'ils étaient capables de s'équiper aussi adéquatement, ils étaient capables de survivre plus longtemps. Ouais. Fait que, des fois, on trouvait des vestiges archéologiques, des fractures de personnes. On voyait comme, OK, il y a des guerriers qui ont mangé des coups assez violents, mais que les Vikings connaissaient quand même des techniques médicales quand même bien adaptées. Ils étaient capables de rafistoler des fois les crânes de quelqu'un qui avait mangé un coup d'âge, puis les gens ils ont survécu. Fait que c'est ça qui est quand même... Ils étaient capables de faire des opérations dans le crâne. Ouais. Des chirurgies crâniennes. Oui, de base, là, on s'entend, là, oui. Mais tu sais, quand même on capable... On va pas déceler un cancer avec ça. Non, pas en tout, là. Mais il était quand même des bons... Il était habile avec des outils qu'il maîtrisait. L'autre affaire qu'on le sait, c'est qu'il était très bon dans les formes d'artisanat, la métallurgie. Il n'y avait pas accès vraiment à des mines de fer, mais avec le métal qu'elle allait voler dans leur pillage, ainsi de suite, ou dans leurs échanges commerciaux, ils fabriquaient des armes de qualité, des bijoux d'une grande beauté. Puis ça, on les a en vestige. Puis c'est ça qui est fascinant, tout forgé à la main. Une question pour toi. Oui. Pour revenir un peu au quotidien de la vie normale, mondaine et urbaine et banale, qui nous en dit plus finalement sur la réalité du jour le jour, qu'est-ce qui, toi, dans tes recherches, dans ce que tu as lu, dans ce que tu as appris, t'as le plus surpris? Y a-t-il quelque chose que tu as vu qui semble vraiment trancher avec l'image stéréotypée qu'on a du Viking? Je te dirais, la première chose, c'est que c'est des gens, non, par rapport à leur motivation, et ainsi de suite, c'est du monde comme tout le monde, je crois. Hein. Ils voulaient espérer de vivre en paix, avoir leur mode de vie tranquille. C'est juste qu'ils étaient du monde très curieux, je crois. Curieux? Oui, parce que justement, dans une époque où ça devait être à prendre du courage, imaginez embarquer dans un navire. Puis tu vas voguer vers un lieu que tu sais pas où est-ce que tu vas atterrir. Cette curiosité-là de découvrir, d'explorer, leur soif de connaissance. On découvre vite que les Vikings, c'était pas des gens qui avaient d'énormes préjugés, généralement. Il n'y avait pas de difficulté à côtoyer d'autres peuples, c'est ça que j'avais en tête, c'est que il me semble à moi que les Vikings, les Scandinaves, il faut le dire, sont relativement sophistiqués. Des sociétés quand même complexes, même si petites d'échelle. Une place extraordinaire allouée à la poésie, le sens de la justice assez aigu.
Puis du côté poésie, je vois le côté créatif qui est bon. Tu sais, Oui. ce sont de formidables artisans. Même si c'est des machines à tuer, ils semblent allouer un temps vraiment important à la poésie, jusqu'à faire des concours de poésie qui sont un peu l'équivalent antique des rap battles d'aujourd'hui. Ouais, Est-ce que tu es familier avec ça? un peu. Mais je pourrais te dire, c'est comme des scales qui s'affrontent en disant les meilleurs poèmes puis en citant les meilleures histoires. Avec des gens qui parient en arrière comme s'ils allaient se battre dans une Ouais. arène. Puis peut-être qu'ils se battaient pour de vrai après. Là. Ben écoute, si on leur donnait beaucoup d'hydromel puis qu'on leur disait hey, je parie que t'es capable de lui casser la gueule avec tes verres, qu'à un moment donné, le gars qui a pris 3-4 cornes d'hydromel, il oublie que c'est censé être une métaphore puis qu'il s'en va lui puncher de la poésie en plein milieu de la... Voyons, c'est quoi le mot pour ça? Je suis en train de pointer. La pomme d'Adam, c'est sûr que là, ça fait pas des enfants forts. Non, non, c'est ça. Peut-être qu'il va dire je vais te mettre ma prose ou ce qu'il faut. Tu sais. Mais une chose... oui, ben c'est ça. Une chose qui, moi, m'a marqué... c'est une autre conversation que j'ai eue avec toi dans laquelle tu me parlais de l'esthétisme chez les Scandinaves. Si tu imagines un viking, ce que tu vois, c'est un gros monsieur euh, ventru, avec une énorme barbe, qui a l'air vraiment d'aimer le heavy metal, avec un casque à cornes. Cette image-là est fausse, bien entendu, mais tu t'attends pas à ce que cette personne-là sorte d'un bain, ait un peigne et ait des belles tresses. Non, vraiment pas. Ni des vêtements propres et bien endimanchés. On s'entend que s'ils font un raid, ils sont habillés pour faire la guerre. Ouais. Mais dans les occasions de tous les jours, une fois qu'ils sont revenus, les Vikings ils ont quand même une volonté de bien paraître. C'est des gens qui ont une belle apparence. Ça doit aussi les aider parce que si tu es un marchand, tu as le goût de peut-être plus marchander avec quelqu'un qui a de l'air propre, bien soigné, ainsi de suite. Écoute, Ça c'est dans établit- la vente. Faut que tu inspires confiance Ben- avant d'inspirer la terreur. Carrément. Puis peut-être si ça ne marchait pas les affaires, il va dire inquiète pas, je vais revenir avec une autre deal, tu n'auras pas le choix de Fait que, refuser. écoute, il te fallait ton habit inquiétant, puis ton habit du dimanche. Fait que du lundi au samedi, ce que tu faisais, c'était la guerre. Puis là, tu prenais ton chapeau, tu prenais des airs de fou avec ton allure de berserk. Puis là, tu allais faire des pillages. Mais le dimanche, tu sortais ton 32 ou ton 34, peu importe c'était lequel jour que tu utilisais. Tu mettais tes plus beaux amis, tu te peignais la barbe, tu faisais tes tresses, puis là, tu bardais avec ton scald, puis là, tu allais faire ta vente. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne, le monde scandinave? Ça ressemble un peu à ça, sans réaliser. Sûrement, tu sais, la plupart du temps, un viking qui partait en raid, il revenait avec des esclaves, il allait les écouler sur le marché pour faire son argent. Oui. Puis souvent, avec l'argent, il allait le remettre dans son patrimoine à lui, au niveau de sa terre, et ainsi de suite. Fait que souvent, il y en a une couple qui se sont accumulés vraiment un bon butin, une bonne richesse. C'était très avantageux pour eux, lucratif de faire les deux, à la fois le raid et le commerce en même temps. Fait que je pense que ça a été comme pour eux des opportunistes sans problème. Puis ça me fait penser aussi à des récentes études qui ont démontré le brassage génétique du monde scandinave. À cette époque-là, il y avait plus de patrimoine génétique diversifié que ce qu'on penserait. C'était pas un peuple homogène, genre juste grands blonds, yeux bleus. Il y a à cause, sûrement avec les esclaves des raves, il y a eu des enfants là-dedans, il y a eu des esclaves qui ont été affranchis. Ouais, c'est pas nécessairement une bonne nouvelle là, si tu penses aux implications. C'est justement que, veut pas, il y a eu des descendances qui ont résulté, puis c'était intéressant de voir que le peuple scandinave, des Norvégiens, il était quand même plus mélangé que ce qu'on croirait à la première vue. Justement. Aujourd'hui, ils ont fait les comparaisons entre, par exemple, le bassin de survie scandinave d'eau moderne et les Vikings. Ils étaient plus mélangés à l'époque des Vikings. C'est ça qui est fascinant de voir. Fait que ça enlève aussi le stéréotype un peu, je veux pas être plate, mais de l'extrême droite raciste qui... Oui, on voudrait surtout pas être plate avec ces gens-là. Non, mais surtout qu'ils monopolisent la culture et l'identité viking Ouais. depuis les nazis. Puis ils ont pris les runes, Ouais, ils ont repris des éléments, ils ont fait un genre de calfeutrage macho de la société viking, en rivalisant, en parlant de supériorité raciale, alors que les vikings, c'était tellement pas eux, comme leur valeur, c'était pas tout ça. Puis déjà, aller voir les autres, c'est pas il allait pas faire des raids, là, mais quand il allait faire des échanges, puis il était vraiment... il était capable d'établir des relations courtoises, puis Mais t'as raison, l'extrême droite est obsédée par l'archétype du viking
j'allais dire plus ou moins parfait, mais c'est comme leur donner raison Ouais. d'un viking de 2 mètres de haut, blond aux yeux bleus, qui incarne l'apothéose de la masculinité toxique. C'est ça. Mais c'est de la poudre aux yeux. Ah non, carrément. Surtout sachant que le viking est une action expéditionnaire plutôt Oui. qu'une civilisation, un peuple ou une réalité ou un individu même. Carrément. Mais ça explique peut-être la fascination de l'extrême droite qui s'intéresse moins à l'individu Oui. et plutôt au symbole de pouvoir. Mhm. Ce qui d'ailleurs est très inquiétant. Quand je dis ça, je l'entends puis je suis inquiet. Oui, carrément. Puis je pense que c'est important de ramener ça. Je suis content qu'aujourd'hui, en histoire, on peut remettre un peu plus en avant la civilisation viking comme qu'est-ce qu'elle est réellement, puis pas comme on l'interprète d'une manière erronée. Je veux pas arriver à dire à des gens, oui, vous pouvez être fasciné des vikings, puis non, inquiétez-vous pas, c'est pas parce que tu es fasciné par ça que tu es forcément un gars d'extrême droite, là, justement. Puis c'est bien de... Fait que là, on sait que t'es pas un gars d'extrême droite. Non, vraiment pas. Ça marche. Ça C'est marche maintenant établi. Ouais. Quel est le truc qui, toi, t'a le plus surpris, le plus grand des mythes que t'as déboulonné? Par rapport aux Vikings, oh boy, ouais, bonne question. Le plus grand mythe que je Ça, déboulonné. c'est ta réponse pour dire que t'as pas de réponse. Ah non, Tu vraiment le sais pas. pas. Non, je te jure. Mais dis-moi, est-ce qu'il serait juste de dire que par rapport à leur temps, les Scandinaves sont plus ou moins modernes, qui seraient, mettons, en avance sur leur temps? Parce que tu me listes une couple de choses. Probablement, c'est pas des hordes barbares à une époque où est-ce que tout le monde est une horde barbare. Je veux dire, même à l'époque carolingienne, je veux dire, c'est pas comme si tu avais beaucoup d'institutions ou une protection de l'État. Tu fais la guerre pour agrandir ton royaume, puis ça finit là. Les Vikings font un peu ça. Sauf qu'entre eux, il semble avoir beaucoup plus de civilité que dans bien d'autres nations à ce moment-là. Ben, j'ai vu constater que quand ils essaient de s'établir à l'heure, ils essaient d'établir des codes de vie. Déjà, ils essayaient de faire de vivre un peu plus en paix avec les populations locales. Ils n'ont pas été en hostilité tout le temps avec tout le monde. Puis même, ça a été durable parce qu'on a vu que les Vikings, ce sont les endroits qu'ils ont finalement conquéris, ils se sont intégrés, puis ils se sont même mixés avec les populations sur place. Ils se sont mélangés, comme tout bon vent. C'est comme d'une certaine façon, c'est du monde se sont vite agrégés avec les populations locales. Au niveau du commerce, ben sans eux, il n'y aurait probablement pas eu autant de produits puis de ressources qui auraient été distribuées un peu partout en Europe. Je veux dire, Tu veux dire qu'ils ont été d'excellents distributeurs? Ben oui, parce qu'il y avait même des comptoirs commerciaux jusqu'à Bagdad. Des contrats... Attends, excuse-moi. Ouais. Je t'arrête là. Ouais. Ça ressemble à quoi un contrat commercial avec les Scandinaves de l'époque? Ah ben, je pourrais te dire qu'il y avait le contrat un peu plus martial, là, c'est-à-dire que si tu faisais pas les échanges, ils revenaient avec des bateaux et des hommes armés jusqu'aux dents. OK, comme la mafia. Oui, carrément. Puis sinon, pour une manière légale, généralement, c'était des hommes d'affaires comme tout le monde, là. Ils échangeaient des produits contre d'autres, ainsi de suite. Eux autres, l'argent, ça n'avait pas vraiment de valeur. Il n'y avait pas de système monétaire. C'est pas parce qu'ils n'utilisaient pas l'argent des autres, mais ils pesaient eux autres. C'était pas compliqué. Il y avait des balances pour dépeser. C'est comme ça qu'ils évaluaient le poids des produits, ainsi de suite. Fait que moi, mettons, j'ai des betteraves, puis je veux tes sardines. On établit qu'il y a des betteraves et des sardines au Danemark. Ça, c'est maintenant fait. C'est institutionnellement prouvé. Ouais. Fait que c'est le poids qui détermine la valeur d'échange. Probablement la rareté du produit, sûrement qu'ils vont me dire ben ça vaut plus cher que l'autre. Mais généralement, on le sait qu'il n'y avait pas de système de monnaie là, établi avec des pièces de monnaie. Ils l'ont peut-être intégré à la fin quand ils ont vu que dans les systèmes des royaumes un peu comme anglais ou français, j'étais un peu, quand je veux dire le royaume franc, il y avait déjà des systèmes de monnaie. Ils ont dû commencer peut-être à l'intégrer. Surtout les premiers rois qui ont voulu établir un État, ils ont décidé de sûrement jouer à ça parce que là, Écoute, Frank, à force de faire des pillages puis des raids dans l'Empire carolingien puis aux quatre coins de l'Europe, ils ont bien dû finir par utiliser le fleuve de différentes pièces de monnaie qui leur rentraient de tout bord, tout côté. Ouais. Soit s'ils ne fondaient pas en bijoux, en objets, ils les réutilisaient. Même des fois, on a vu des pièces de monnaie qui avaient été transformées, ils avaient changé la gravure pour mettre le nom du roi norvégien, par exemple. Et ça, c'était un peu comique. Mais aussi, on découvre encore dans des îles du sud de la Suisse, j'attends de faire du tourisme, amenez-vous avec une pelle puis un détecteur de métal, parce qu'on en découvre encore des coffres cachés des Vikings, sans niaiser, puis on voit des milliers de pièces de monnaie, soit des califats omeyyades du nord de l'Afrique, ou bien... Oui. Imagine, tu sais, ou des gens d'éléments que... Là, on le sait qu'il y avait
avait des contacts avec des peuples que, dans notre tête, t'es comme, OK, ouais, ils sont allés jusque-là, tu sais. Même les contacts qu'ils ont étendus même jusqu'en Amérique du Nord avec Leif Erikson qui a établi dans ce qu'on appelle le Vinland, mais plutôt à Terre-Neuve, à Lens-au-Médo. Ils ont fait un établissement permanent qui a duré une couple de générations jusqu'à temps qu'on ne sait pas exactement pourquoi ils sont partis de là, probablement. On théorise qu'ils se sont fait sortir dehors, un coup de pied dans le cul. C'est très probable, là. Et un autre fait intéressant pour moi qui anime littéralement un balado sur l'histoire de l'alcool et des drogues, c'est que les Vikings ont donné à cette région-là, à Terre-Neuve, le nom de terre de la vigne. Parce que quand ils sont arrivés, il y avait de la vigne partout. C'était pas la bonne vigne pour faire le vin auquel les Européens de l'époque étaient habitués, mais semble-t-il qu'il y avait de la vigne partout, comme dirait mon père, quand il parlait du trafic sur le pont de Québec, quand il travaillait à Saint-Romuald, bumper à bumper. Et aussi, quand Samuel de Champlain et sa gang arrivent en Nouvelle-France, eux aussi, ils trouvent qu'il y a de la vigne partout. Mais avec l'hiver canadien, le genre de raisin qui pousse n'est pas propice à faire un vin qui est le fun. Oui, mais il y a quelque chose de quand même un peu drôle. Ce qu'on a compris, c'est que les Vikings ont commencé à coloniser ces endroits-là. Ils ont nommé le nom de la terre d'une façon que ça soit attrayant. Comme le Groenland, dans leur langage, c'était la terre verte. Ils ont déchanté rapidement quand ils sont arrivés après un long voyage dans l'océan Atlantique pour arriver à une place qui était somme toute hostile, le climat horrible, pas presque rien au niveau de la végétation. Pareil pour l'Islande, ils ont décidé probablement de faire une campagne, attirer les gens, d'aller coloniser ce coin-là. C'est super beau, c'est riche, c'est prospère. Finalement, c'était vraiment... Je comprends pour Groenland, mais je comprends moins pour Terre-Neuve. L'idée de donner des mauvais noms pour semer leurs adversaires, ça a du sens jusqu'à certains points. Tu peux insérer ça dans les psyops de la guerre, de la géopolitique de l'époque. Sauf que Terre-Neuve, il y a des ressources en ciboire. Premièrement, tu as des bancs de poissons un peu partout. Ouais. Après ça, tu as beaucoup de forêts, beaucoup de cerfs, beaucoup d'orignaux. Je veux dire, il y a des choses qui se passent là, côté géopolitique à Terre-Neuve. C'est pas une mauvaise place, même si l'hiver est long puis qu'il y a pas mal de vent puis que tu as des bonnes chances de fracasser ton avenir en accostant. Ça, je peux comprendre. Mais mentir par rapport à la vigne... J'en doute. Ouais. Moi, j'ai foi en l'histoire de la vigne. Je pense qu'il y avait de la vigne. Je pense juste pas que c'était bon pour faire du vin. Fait que t'as juste plein de raisins qui traînent là. Oui, probablement. Mais comme on le sait, probablement ce qu'ils appellent les Skrælings, ce qui veut dire les hommes minces, c'était le terme qu'ils donnaient aux Amérindiens. Skrælings? Oui. Ah, ben ouais, ça a comme l'air pire de tout ce que les mots des Blancs comme toi et moi ont jamais donné aux Amérindiens. Non, les Skrælings. Skrælings, on dirait que tu dis scram, toi. Oui. Ben, ils ont probablement fait scrammer vous, les Vikings, parce que justement, ils sont plus restés là. Ben, ça expliquerait le fait que les deux ne se soient pas super bien entendus de façon, mettons, optimale. Avec raison, je pense. Voilà. Pour ce qui est de ta passion pour les Vikings, j'ai envie de conclure sur cette question. Ça mange quoi, les Vikings? Ah! Honnêtement, là, on n'a pas parlé de ça. Qu'est-ce que ça mange en hiver ou en été? Y a-t-il quelque chose de particulier par rapport à l'autre monde? J'imagine que comme ils font pas vraiment pousser grand-chose parce qu'ils sont loin dans le nord, ils doivent manger une abondance de poissons. Oui, puis quelque chose qui est intéressant, des produits laitiers, fromage. C'est des grands fans de fromage? Oui, justement. Ils ont beaucoup de pâturage, puis ça, c'est une des choses qu'ils vont priser comme produit. Au niveau de la conservation, la chose de fabrication, c'est quand même quelque chose que dans la nourriture viking, ça se retrouve beaucoup. Fait que ça, c'est quand même ça qui est fascinant. C'est pas ce que je m'aurais attendu à ce niveau-là. Sinon, ça va rester tout le temps des céréales de base, de l'avoine, de l'orge, du seigle. Ça, c'est des produits normaux. Le seigle, par contre, c'était un peu temps risqué à l'époque parce qu'il y a souvent des problèmes d'ergot. Là, fait que, à cause de l'ergot de seigle, il pouvait s'empoisonner. Il faut expliquer un peu c'est quoi l'ergot. Rapidement, l'ergot, c'est un parasite de forme champignonale. Si on veut, c'est un fonge qui va pousser sur la céréale. Ça pousse sur toutes les céréales, mais certaines céréales sont plus susceptibles à cause de leur structure. Et le seigle est une des céréales qui est le plus vulnérable à l'ergot. L'ergot, en tant que fonge, a des propriétés psychédéliques.
Il y a différents ergots. Certains ergots sont capables de te faire le trip de ta vie. Et le trip de ta vie peut aussi te faire passer pour une sorcière en Europe au 16e siècle. Ouais. Il y a des historiens qui pensent très sérieusement Mhm. que l'ergot est responsable des procès de la sorcellerie en identifiant les sorcières de Salem et des procès importants soit en Norvège, soit en Suède et quelque chose d'autre de nébuleusement arrivé en Europe à la même époque avec un hiver doux et un printemps pluvieux dans des places où on cultivait le seigle, ce qui était un peu partout parce que le seigle, c'est une céréale assez coriace qui pousse bien dans des conditions difficiles, avec l'ergot qui aurait contaminé les céréales, qui aurait été fermenté dans la bière, puis qui aurait conservé ses propriétés même une fois brassé, ce qui veut dire que c'est possible que un parasite soit responsable de la mort de beaucoup, beaucoup de femmes, mais aussi de la folie de bien des hommes qui auraient mangé un pain contaminé à l'ergot. Fait que ça, c'est une des choses. Puis c'est intéressant que tu amènes ce sujet-là parce que les Vikings, comme bien d'autres peuples, ça, c'est quelque chose qu'on comprend mal aujourd'hui, mais vivaient avec la pharmacie de campagne qui incluait des herbes dont le mécanisme de défense était de te faire un bad trip. Ce qui veut dire que pour soigner des blessures, des fois, des plantes pouvaient être utiles pour te faire oublier ta douleur, ta souffrance, puis en même temps, pouvaient te faire littéralement bad tripper. Puis c'est très possible que les Scandinaves aient connu certaines de ces herbes-là. On sait qu'ils mettaient beaucoup de génévrier dans leur alcool, qui était un amérisant. Donc, le génévrier, en amérisant l'alcool, aide à le préserver, surtout quand la quantité d'alcool est relativement basse. Mais ils connaissaient aussi des trucs comme le jusquiam, la morelle noire. Ces plantes-là sont toxiques, sont mortelles à faible dose, mais si tu connais le bon dosage, tu peux avoir juste le bon bad trip, puis t'en aller trinquer avec les dieux pour le temps d'une bière. Oui. T'as-tu vu comment c'était smooth? Ah, ça glissait, là. Ça glissait comme un bateau viking en haute mer quand il n'y a pas de haute vague. Ouais. Alors voilà, je pense que c'est... Écoute, c'est là-dessus qu'on va conclure. Frank Malt, un gros merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ben, merci à toi. L'alcool est au cœur de l'histoire, de même que les drogues qui ont fondé l'État moderne. Parlez-en bien, parlez-en Malt avec Frank, mais c'est au cœur de la société et ça mérite qu'on ait une discussion sobre, dit-il en levant son verre vide, là-dessus pour bien comprendre ces enjeux qui nous affectent tous et toutes. Si vous aimez notre contenu, si vous vous êtes rendu jusqu'à la fin de la saga avec nous, abonnez-vous, likez-nous comme on dit, aimez notre contenu, mais surtout parlez de nous et écrivez-nous pour nous suggérer des articles intéressants ou des épisodes intéressants. Le contenu, en tout cas substantif de cet épisode d'aujourd'hui, se retrouve sur le site du Temps d'une bière, letempd'unebière.ca. Frank Malt est aussi un invité régulier que vous pouvez retrouver. On a parlé notamment de la prohibition à Cuba et de la façon dont la mafia new-yorkaise est presque responsable finalement de l'arrivée de Castro au pouvoir. Faut prendre ça avec un grain de sel, mais surtout prenez-le pour le temps d'une bière en buvant la consommation de votre choix avec modération. Merci d'avoir été avec nous et à la prochaine.